Bonsoir Shlomo Morgan. Alors vous êtes ancien diplomate, on va dire même retraité du ministère des Affaires étrangères d'Israël, Oui, bien sûr, effectivement. où vous avez occupé les fonctions d'ambassadeur, de consul général, de consul et même de ministre plénipotentiaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Vous connaissez Oui. donc très bien l'histoire d'Israël, Shlomo Morgan, et dans les années 70, étudiant à l'université de Jérusalem où nous nous sommes connus, vous avez suivi la naissance et l'histoire des Panthères Noires dont on va parler avec vous. Et justement, pour en parler avec vous, je suis accompagné de Avi Van Vetter, chroniqueur, mais de deux téléspectateurs qui nous ont rejoints. À ma gauche, Michel, et à côté d'Avi, Cyril. Alors, je vais poser la première question, Shlomo Morgan. Comment Oui. et pourquoi est né ce mouvement des Panthères Noires? Eh bien, le mouvement des Panthères Noires est né dans un quartier pauvre et défavorisé de Jérusalem qui s'appelle Mousrara au début des années 70. C'était quatre jeunes qui avaient 20 ans, 25 ans et qui ont décidé de créer ce mouvement des Panthères Noires à l'image des Panthères Noires américains, qui est les fameuses Panthères Noires américaines de la fin des années 60, tout simplement pour protester contre la discrimination dont les Séfaradim, ce qu'on appelait les Edot HaMizrach en Israël en ce temps-là, euh, étaient victimes. Et le premier geste qu'ils ont fait, c'est un geste symbolique. Ils sont de bon matin, ils allaient dans les quartiers riches de Rehavia, ils prenaient les bouteilles de lait qui étaient On se posées souvient, ouais. devant les portes et ils allaient les distribuer aux habitants de Mousrara qui n'avaient pas les moyens de s'acheter une bouteille de lait. Voilà le premier geste symbolique qu'ils ont fait. Et puis, évidemment, ils ont commencé à faire des manifestations, même des manifestations qui ont tourné à la violence. Et il y a eu plusieurs arrestations. Et Charlie Bitton, qui est décédé la semaine dernière, a été arrêté et même il a fait de la prison. Et puis, il a été gracié par le président Katsir. Alors, il y avait à l'époque quatre jeunes du quartier de Mousrara. Il faut dire que par la suite, s'est joint également les jeunes Mizrachim, les jeunes orientaux des quartiers de Katamon à Jérusalem. Tout ça se passe à Jérusalem. Et il y avait Saadia Marciano, il n'est plus de ce monde. Et il y avait donc également Kochavi Shemesh, je me souviens. Et il y avait donc Oui. Charlie Bitton qui effectivement nous a quittés il y a quelques semaines. Et puis Reuven Abergil, je crois que c'est le seul survivant des quatre, c'est bien ça? Oui. Reuven Avergel, effectivement, c'est le seul survivant des quatre. Et j'ai lu une interview à lui aujourd'hui à Google où il disait que il habitait à Armon Anatsiv alors que euh, Charlie Bitton, qui a fait une longue carrière politique, C'est vrai. on va certainement en parler, Oui, oui. puisqu'il était pendant 15 ans député à la Knesset. Alors, il avait quand même les moyens de s'acheter une belle maison à Mevaseret Zion. Ok. Mais c'est le seul survivant de la bande des quatre, oui. Une question d'avis peut-être? Oui, s'ils se sont inspirés des Américains avec les Black Panthers, mais c'était une discrimination sociale et pas une discrimination raciale. Non, c'est vrai, effectivement, c'est une discrimination sociale et économique, mais aussi il y avait l'élément ethnique, puisque, puisque les groupes qui étaient défavorisés et lésés en Israël provenaient essentiellement des séfarades
et des Juifs des pays arabes, le Maroc, l'Afrique du Nord, l'Irak, le Yémen. Et il y a quand même un élément ethnique là-dedans, pas racial évidemment, mais la protestation s'est portée surtout euh, sur la discrimination économique dont ils étaient victimes. Et est-ce que, alors on a parlé de Jérusalem, mais est-ce que le mouvement s'est étendu justement aux villes de développement dont on parlait déjà à l'époque? Est-ce que on a eu ces mêmes protestations qui se sont étendues dans le pays? Non, je ne le crois pas. Autant que je m'en rappelle, le mouvement des Panthères noires israéliens était cantonné à Jérusalem. Absolument, je confirme. Il ne s'est pas étendu au reste du pays, comme par exemple le mouvement de protestation qui a eu lieu en 2011, si vous vous rappelez, Oui, les les tentes. manifestations pour le Oui. cottage. C'était sur Rothschild, c'est ça, dont tu parles Oui, oui, voilà. Ils ont dressé des tentes, mais là-bas, c'était un mouvement de masse qui, a, qui, qui comptait jusqu'à 1 million de personnes. Oui. Le mouvement des Panthères Noires était cantonné à Jérusalem, mais comme ses représentants sont rentrés dans la politique, ça s'est politisé. Oui. Une question de Michel. Je crois aussi qu'il y avait à Haïfa, je crois aussi, des mouvements de protestation des Zédot à Misrar. Est-ce qu'il y avait aussi à Haïfa, j'ai entendu dire? Je ne sais pas si En dehors si vous faites allusion aux manifestations des ouvriers du port de Haïfa en 1956 À Wadi Salib. Wadi Salib. Oui. Ça, c'était une des premières manifestations des Juifs marocains qui travaillaient dans le port et qui souffraient vraiment de très mauvaises conditions salariales et sociales. Et il y a eu des manifestations très violentes qui ont été réprimées dans le sang. Il y a eu plusieurs morts. Mais ce mouvement-là de Wadi Salib n'a pas eu de suite, alors que le mouvement des Panthères Noires a eu un impact certain sur l'évolution de la société israélienne après la guerre de Kippour. Cyril, une question? Oui. Est-ce que vous pensez que ce mouvement qui est a priori issu de la gauche a amené un gouvernement de droite? Ah, c'est sûr même, je crois. Bon, au début, ils étaient en quelque sorte manipulés par le Matzpen, qui était un mouvement d'extrême gauche en Israël. Et c'est le Matzpen qui rédigeait les tracts des Panthères Noires. Mais ensuite, leurs chemins se sont séparés parce que le Matzpen était un mouvement antisioniste, alors que les Panthères Noires se prévalaient d'être sionistes. Et après, Charlie Bitton a fait une carrière politique avec le Parti communiste israélien, mais ça, c'est une autre histoire, comme on dit. Oui, puisqu'après le Matzpen, d'ailleurs, après le Matzpen, ce qui n'a pas duré très longtemps, il a été repris par des mouvements étudiants de gauche, comme le SIAR, Small Israeli Hadash, et puis très vite, c'est quand même un mouvement qui s'est développé par lui-même. D'ailleurs, si je me trompe pas, ce n'est pas parce que c'était un mouvement de gauche, puisque eux-mêmes, en fait, se rebeller contre le pouvoir de gauche du Mapai, et qui était donc dirigé par Golda Meir, qui avait traité ces trublions, comme on l'aurait dit aujourd'hui, de sympathiques jeunes gens, de jeunes gens non sympathiques, si je me trompe pas, l'onermadim en hébreu. Alors, l'onermadim,
Et oui, on lui prête cette phrase-là qu'elle a dit, parce qu'elle les a reçus dans son bureau. Oui. Ils ont fait pression sur le bureau du Premier ministre pour qu'elle les reçoive, et elle les a reçus. Et puis, on dit, enfin, je ne sais pas si c'est un mythe, et elle-même, elle a démenti qu'elle ait dit qu'ils ne sont pas gentils. Quand les journalistes lui ont demandé comment c'était, alors elle a dit Emlon Echmadim. Mais en fait, il faut dire la vérité quand même. C'est un mouvement qui s'est rebellé contre l'establishment ashkénaze, à l'époque le Mapai, Oui, puisque oui. je dirais, la politique israélienne dans les années 70 était dirigée par le Mapai et beaucoup d'Ashkénazes, et c'est contre ce pouvoir dominant des Ashkénazes que les Panthères Noires se sont rebellés. Et puis, finalement, est-ce qu'ils ont, en fait, c'est ça ma question, est-ce qu'ils ont réussi dans leur œuvre sociale? Est-ce qu'ils ont réussi quelque chose au niveau social? Absolument. Le mouvement des Panthères Noires israéliens a eu un impact certain sur l'évolution sociale en Israël. Tout de suite après ces manifestations-là, le gouvernement a pris des mesures pour d'abord restaurer ces quartiers défavorisés. Et puis, après la guerre de Kippour, le gouvernement a créé il n'y avait pas de sécurité sociale en Israël, figurez-vous. C'est vrai, c'est vrai. Jusqu'au début des années 70, il n'y avait pas d'allocation sociale. Non. Et il n'y avait pas d'allocation pour les gens en situation de handicap. Et c'est sous l'influence des Panthères Noires que toutes ces choses-là ont vu le jour en Israël après la guerre de Kippour. Alors que le pouvoir était socialiste, il faut le rappeler quand même. Le pouvoir de l'époque était socialiste ou socialisant. Enfin, socialiste, il était social-démocrate. Oui, on va dire ça comme ça. Oui, c'est paradoxal, évidemment. C'est de cette manière-là que Begin est arrivé au pouvoir, grâce à eux. Est arrivé à prendre le pouvoir, parce que les Mizrahim, les Séfarades, se sont plaints du Parti travailliste qui dirigeait en ce moment Israël. Et dans les élections de 77, il y a eu ce qu'on appelle le Mahapar. Le Mahapar. Et le Mahapar, c'est-à-dire la révolution. Ce changement de pouvoir a pu avoir lieu en partie grâce à l'action des Panthères Noires. Avis? Qu'est-ce qu'il est resté des Panthères Noires après Menachem Begin et puis plus tard donc Yitzhak Shamir avec la Rotatia, et qu'est-ce qu'il est resté des Panthères Noires? Bon, comme je vous l'ai dit, le seul qui ait fait de la politique, c'est Charlie Beaton. Charlie Beaton a rejoint au début le Parti communiste, puis il est rentré dans une liste qui s'appelait Rakach, Reshima Communistit Hadasha, et il était député pendant 15 ans. Et là, Charlie Beaton a subi un changement politique radical, même sur le plan de la politique extérieure, puisqu'en étant député du Rakach, du Parti communiste israélien qui avait en son sein des députés arabes aussi. Bien sûr. Et ils ont rencontré Arafat, et ils ont reconnu les droits légitimes du peuple palestinien à avoir leur État. Ils étaient pionniers dans ce domaine-là. Oui, je voulais poser une question. Du temps donc des Panthères Noires, le mouvement social a été très, très puissant et a, secoué le monde politique. Et nous sommes maintenant en 2024
et il n'y a aucun mouvement social, à part, bon, à Sderot Rothschild, pour l'histoire du monopole de Strauss sur l'étage. Mais comment vous expliquez qu'en Israël, bien que la sécurité soit le number one, très important, comment vous expliquez qu'il n'y a pas de mouvement social en Israël fort et qui pourrait, améliorer les conditions aujourd'hui et durant toutes ces décennies de gens qui n'ont pas les moyens? Il faut être vraiment honnête et sincère et dire que les choses ont un peu changé en 50 ans. Aujourd'hui, on trouve des séfarades, des juifs, des communautés orientales dans tous les domaines économiques, politiques, intellectuels. Il n'y a aucune comparaison à faire entre la situation qui prévalait dans ces années-là avant la guerre de Kippour et la situation des séfarades d'aujourd'hui. Non, mais ma question était différente, monsieur. Et ma question était, pourquoi actuellement, dans les années 70, bon, Israël économiquement n'était pas fort. Aujourd'hui, on est un État économiquement fort. Mais la pauvreté subsiste. Séfarade, Ashkénaze, c'est surtout, c'est pas tellement le problème Ashkénaze-séfarade, mais il y a un problème social. Donc, ce problème social est complètement ignoré en Israël et, comme on dit, on le cache sous les balatotes. Alors, comment ça se fait? Est-ce que la mentalité était différente à l'époque? Qu'il y avait un côté quand même de socialisme, entre guillemets, qui était prédominant? Ou alors, est-ce que à cause des guerres et à cause du budget militaire qui est très important, on a laissé le social de côté? Je reviens sur ce que j'ai dit. La situation a changé énormément en Israël. Depuis le début des années 70, il y a beaucoup moins de disparités sociales et socio-économiques entre les différentes couches. Je vois à votre expression que vous n'êtes pas d'accord. Moi, je voudrais rajouter. Mais il faut le reconnaître. La pauvreté qu'il y avait dans les années 70 n'est pas la pauvreté qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, le revenu moyen d'un habitant en Israël, le PNB par habitant, c'est 60 000 $. On fait partie de la tranche des pays les plus riches. Et d'ailleurs, on est membre de l'OCDE, c'est-à-dire des pays industrialisés les plus riches. Mais ceci dit, il existe encore des disparités sociales et socio-économiques. Les séfarades et les juifs de communautés orientales ne sont pas représentés d'une manière proportionnelle dans tous les segments de la société, surtout dans l'académie et dans le domaine culturel, mais il faut reconnaître que la situation a quand même évolué. Oui, mais vous avez le parti chasse. Oui, le parti chasse, c'est ce que je voulais dire, qui a pris le relais des résolutions des sociales. Le parti chasse, il était peut-être, sa vocation première était de lutter contre la pauvreté en Israël, mais aujourd'hui, il fait tout pour pérenniser la pauvreté Exactement. des séfarades. Cyril. Oui, est-ce que vous pensez que les fondateurs du mouvement ont fait des erreurs stratégiques qui les ont empêchés en fait d'atteindre tous leurs objectifs? Et moi, je pense que la grande erreur qu'a fait Charlie Beaton, c'est d'avoir rejoint le Parti communiste. Parce qu'à partir du moment où il a rejoint le Parti communiste israélien, qui était toujours un parti pestiféré,
lui a fait perdre énormément de crédit au sein de la population israélienne et Séfarade. pendant toute sa carrière politique à la Knesset, Charlie Bitton n'était pas vraiment un député très en vue. Oui, puis il faut dire aussi qu'il y avait un changement dans la ligne de ces panthères noires et celle du Parti communiste, c'est qu'elle était devenue davantage plus politique que effectivement d'origine sociale comme l'étaient les panthères noires ici en Israël. Oui, au début, à sa création, les Panthères Noires, comme je vous l'ai dit, était un mouvement qui se prévalait d'être sioniste. Et là, Charlie Bitton, à un certain moment, je crois que c'était en 74 qu'il a décidé de rentrer dans la politique parce qu'il estimait que c'est seulement en entrant dans la politique, en faisant de la politique, qu'on pouvait changer les choses, qu'on ne pouvait pas changer les choses de l'extérieur. Il l'a fait. Bon, il a fait beaucoup de choses en étant à la Knesset, mais il a perdu beaucoup de son crédit auprès du public israélien. Et qu'est-ce qui fait que aux États-Unis, on a vu des égéries, des icônes, Angela Davis. voilà, Angela Davis, des Black Panthers revenir comme un air de déjà-vu sur la scène d'aujourd'hui, alors que en Israël, finalement, donc vous le faisiez remarquer avec notre téléspectatrice Michel, il n'y a pas de retour en grâce et on ne se sert pas de ce mouvement-là pour réveiller un peu les consciences. D'ailleurs, je crois même que le noir, Black Panthers, en tous les cas, aujourd'hui, est plus assimilé à autre chose qu'à celui de la discrimination sociale. Comme je l'ai dit et je l'ai répété, les conditions quand même ont changé en Israël. On ne peut pas concevoir qu'aujourd'hui, il y ait un mouvement comme celui des Panthères noires du début des années 70. Parce que leur cri de douleur était un véritable cri, parce que ils souffraient, c'était la pauvreté totale. Évidemment, aujourd'hui, Mousrara, si vous allez à Mousrara... Oui, qu'est devenu Mousrara, c'est ça, qu'est devenu Mousrara? C'est devenu un quartier à la mode. bobo. Bobo, c'est devenu un quartier bobo. C'est un des quartiers les plus chers de Jérusalem. Il paraît qu'il faut 70 000 $ par mètre carré. Alors, non, c'est faites le incroyable. compte. Pour avoir un appartement de 100 mètres carrés, il faut payer 7 millions de $. Ou alors, faut rentrer à la Knesset. Non, bon, le quartier de Mousrara, il doit sa notoriété. Le changement qui s'est opéré, pardon? Sa notoriété. Il doit sa notoriété grâce au mouvement des Panthères noires, des Pantérim Ashrorim. Si vous allez vous promener un peu à Mousrara, vous verrez plusieurs rues qui portent. D'ailleurs, j'ai envoyé à William des photos qui portent le nom des Panthères noires, le nom de Charlie Bitton, oui, etc. C'est vrai, c'est incroyable. Mais il faut quand même dire qu'à l'époque, dans les années 70, bon, on a tous les deux vécu cette époque des Panthères noires, il y avait eu une répression terrible. Moi, je me souviens quand même avoir reçu des coups de bâton des flics qui étaient sur des chevaux, la police montée qui existe toujours du reste. C'était violent quand même, la répression. Hein. Il y a eu une très grande manifestation à Kikar Tzion. Oui, absolument. Je m'en souviens. Moi aussi, très bien. Qui a été violemment réprimée par la police. Et d'ailleurs, un fait curieux qui mérite d'être mentionné, c'est qu'un des leaders historiques des Panthères noires, Shlomo Elbaz,
était un agent de la police Ah bon? qui avait été planté par la police au sein Des Panthères Noires. des Panthères Noires. Et c'est lui, évidemment, qui a raconté à la police qu'il prévoyait de faire une très, très grande manifestation. Et la police s'est bien préparée et les a dispersés et a fait plusieurs arrestations. Et c'est là que Charlie Beaton a été jugé, il a fait de la Ils ont fait un peu prison de et prison. puis il a été gracié. Oui, je me souviens très bien de ce moment. Michel ou Cyril, pour terminer? Par rapport à cet informateur de la police qui était au sein des Panthères Noires, ce que j'ai lu, c'est qu'il était même à encourager les Panthères Noires à la violence, ce qui est complètement illogique si le but est d'informer la police. Ah De, non. de donner une mauvaise image des Non. Panthères Noires n'est pas l'objectif, a Il y a priori. eu ça avec Champagne, hein. Ben justement, c'était son rôle, c'est de provoquer, De les il jouait décrédibiliser. le rôle de provocateur. C'est ça. Il encourageait les Panthères Noires à user de la violence dans leurs manifestations pour que la police puisse les arrêter. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup Shlomo Morgan pour ces explications sur les Panterim Ashrorim. Merci à Aviv Van Vetter et puis surtout à nos deux téléspectateurs, enfin une téléspectatrice, pardon, Michel, et un téléspectateur Cyril, d'être intervenus. C'était doublement intéressant par vos questions et vos réponses, Shlomo Morgan. Merci, bonne soirée, à bientôt. Merci. Bonsoir. Merci Bonne soirée. beaucoup et merci de m'avoir reçu. Voilà, au revoir. Au revoir. C'est le moment du débriefing. Donc, après avoir reçu Shlomo Morgan et parlé des Panthères Noires, avec d'ailleurs un savant que je ne savais Savant. pas l'étendue du savoir sur les Panthères Non, non, Noires. j'ai vécu cette époque, c'est pas A la même carrément chose. donc vécu cette époque. Et puis, il y a quand même une réaction du côté de notre téléspectatrice Michel. Vous êtes resté un peu sur votre faim, alors. Ah, complètement, parce que bon, je veux pas paraître. Mais si, mais si. Il nous a pas appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Moi, je pense que l'histoire des Panthères Noires. Enfin, moi, j'étais pas en Israël, j'étais encore à Paris. Mais en fait, c'était un détonateur de beaucoup de choses qu'après j'ai compris de l'histoire d'Israël. En fin de compte, il y avait une incompréhension de ceux qui gouvernaient. Encore aujourd'hui, je trouve dans l'aile gauche du pays, qui voulaient pas partager le pouvoir. Il y a une volonté de pas vouloir partager le pouvoir. C'est nous qui avons construit combien de temps fois et je suis ashkénaze, hein, donc combien de fois j'ai entendu ça? C'est nous qui avons construit le pays, donc vous, bon, bah, vous avez qu'à travailler et fermer votre bouche. Ils ont oublié que je pense que Solel Bonnet et tout ça, c'est quand même les séfarades qui ont construit, les autoroutes, et je crois qu'il y a eu, vraiment une discrimination. J'en ai honte d'ailleurs, parce qu'il y a eu aussi l'histoire après, malheureusement qu'on a appris pour les enfants yéménites et je considère aussi que ça c'est une discrimination, envers les populations qui avaient beaucoup d'enfants, qui étaient en général du Yémen et des pays arabes. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans notre histoire à nous en Israël, on va pas au fond des choses et ça m'attriste. Mais Michel, d'abord, je crois que Shlomo Morgan nous en a dit, en tous les cas, ce que nous avions effectivement attendu en réponse à nos questions, parce que en fait, les Panthères Noires sont pas très connus dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas ça dans les écoles, et ils ne savent pas cette partie-là essentielle, parce que c'est un mouvement qui a eu son retentissement vraiment important, puisqu'il a touché toutes les strates de la société où se trouvaient
bien sûr les séfarades, mais aussi leurs interlocuteurs qui mettaient une chape de plomb. Et on n'a pas parlé des syndicats, par exemple, parce que ou même les syndicats n'ont pas laissé entrer non plus cette révolution voulue, mais révolution sociale voulue et économique voulue par les Panthères Noires. William, puisque tu as été acteur un petit peu toi aussi de cette époque, il y a quelque chose qui est un petit peu frustrant, navrant, c'est que la voix pouvait être entendue, mais vous n'étiez pas écouté. Alors, nous n'étions pas écoutés à cette époque par le gouvernement travailliste de Golda, mais juste après, on se retrouve à la guerre de Kippour. Après la guerre de Kippour, il faut quand même dire que finalement, il y a eu les premiers effets. Les premiers Marocains sont devenus députés, ministres, et de Abraham plus en plus, Chetrit, oui, David Lévy. David Mais Lévy. ils ont pour la plupart, pour justement dire non au pouvoir travailliste ashkénaze, ils ont retrouvé qui? Begin, qui n'est pas un séfarade, et qui pourtant c'était le porte-drapeau de l'opposition, et la plupart des électeurs, enfin des électeurs, oui, on va dire ça, de ceux qui ont soutenu le mouvement des Panthères Noires, ont rejoint Menachem Begin en 77 avec le fameux Mahapar, la fameuse révolution de la droite en Israël. Mais tout à l'heure, on a parlé, Cyril, de chasse, et pas toujours avec beaucoup de positifs, mais il n'empêche que c'est le fondateur du chasse qui avait introduit peut-être cette idée de valorisation du monde séfarade au sein de la politique, et qui en a fait aussi un parti politique. Je parlais du grand rabbin d'Israël de l'époque. En un sens, vous avez raison. Et d'ailleurs, j'ai vraiment l'impression que ce mouvement social a eu un impact positif sur les décennies qui ont suivi. La discrimination a été réduite en Israël. Mais ce qui m'interpelle, c'est que depuis, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux et qui n'ont eu pratiquement aucun impact positif. Donc la question, c'est comment faire en sorte qu'un nouveau mouvement social, ou d'une autre manière, on ait effectivement un impact sur le monde politique, sur le pays. Parce que par exemple, la révolte du cottage, qu'est-ce qu'elle a obtenu? Elle a obtenu que le prix du cottage soit limité pendant un certain temps. C'est ce qui a été obtenu. Les leaders sont rentrés à la Knesset et en fait, c'est une manière de les faire taire. Donc, c'est quoi l'approche? Comment faire en sorte qu'on résolve, pour moi, un des problèmes majeurs aujourd'hui, ce qui n'est pas la discrimination, mais qui est le coût de la vie en Israël? Mais est-ce qu'on pourrait changer les choses dans une société israélienne qui ne ressemble à aucune autre société? Quand on parle des Panthères Noires aux États-Unis, les Panthères Noires aux États-Unis, c'était une société binaire, alors que la société israélienne est une société beaucoup plus complexe. Complexe parce que l'hostilité résidentielle, la guerre, cette tension autour de la guerre, et puis en même temps une société absolument cosmopolite, et pourtant pas si différente que cela. Il y a quelque chose qui est très singulier dans la société israélienne. Est-ce que ça pouvait marcher un petit peu comme aux États-Unis, et finir par de la violence vraiment affichée et réprimée, mais auquel cas ça devenait un mouvement absolument politique, et que ça pouvait être cela pour les Panthères Noires? Difficile, parce que, comme on l'a fait remarquer, aujourd'hui, que ce soit Netivot, que ce soit Ofakim, que ce soit des grandes villes comme ça qui ont eu leur quartier, ou Katamon, dont tu as évoqué tout à l'heure l'existence, effectivement, aujourd'hui, ce sont des quartiers bobos. Donc, ce sont des quartiers qui se sont finalement trouvé leur lieu de partage, leur lieu commun avec le reste de la société israélienne. Peut-être un échec. En tous les cas, avec Shlomo Morgan, on en aura appris en tous les cas quelque chose de vécu, quelque chose de vivant. Et c'est, à mon avis, très important qu'on puisse l'étudier aussi dans nos établissements scolaires, quels qu'ils soient. Ça fait partie de notre histoire. Merci, William.